Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Gilles, de m'avoir convié à cet échange sous forme d'un after-work. Et comme d'ailleurs les autres intervenants ont été complets, finalement, ça va être rapide. Non. Je vais juste dérouler ma présentation sous différents points. Déjà rappeler pourquoi j'ai travaillé sur ce rapport. Faire quelques rappels d'éléments de contexte qui aujourd'hui prévalent en réalité à la question de la problématique de la transmission des exploitations agricoles viticoles. Alors dans ma présentation, je parlerai souvent agricole parce que pour moi, agricole, c'est avec un grand A et ça concerne l'agriculture, viticulture, même si, comme je vais le dire dans quelques instants, cette mission est portée spécifiquement sur le monde viticole. Ensuite, je vous donnerai les trois axes de recommandations qui ont prévalu suite au travail que j'ai pu mener sur le sujet étudié. Je vous donnerai aussi ce qui a pu déjà être fait suite au travail qui a été fait. Je vous parlerai un petit peu du projet de loi d'orientation agricole, comme l'a expliqué Gilles Pellerin, et puis je vous laisserai débattre, si vous le souhaitez, évidemment, plus avant sur le sujet. Donc, si vous voulez, en début d'année 2022, j'ai été saisi par le Premier ministre d'alors, qui était Jean Castex, tout simplement d'une lettre de mission, et qui m'a demandé de travailler et de lever les freins aujourd'hui à la transmission des exploitations viticoles, notamment concernant les vignobles à haute valeur ajoutée. Donc, j'ai circonscrit mon travail sur quelques vignobles qui étaient l'Alsace, le Bordelais, Cognac, Bourgogne et Champagne. Et donc, je vous dis aussi tout de suite que le rapport est à disposition. Il y en a des exemplaires papier ici. Et pour ceux qui nous regardent en visio, eh bien, écoutez, vous aurez toute facilité à nous demander un rapport et on vous l'enverra en PDF sans aucun problème, évidemment. Alors, on a pour faire, voilà, alors je suis un petit peu embêté parce que, alors, ce rapport, je l'ai construit pas tout seul parce qu'il faut toujours être très objectif. J'ai eu la contribution donc, de Benoît Bonnefoy, qui est un ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts au Conseil général de l'alimentation et de l'agriculture, qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, à l'appui d'ailleurs de mon attaché parlementaire qui est là-bas, et qui aussi a aidé à construire les auditions. Je pense que quelque part on les a. Voilà. Donc on a auditionné plus de 80 personnes, dont d'ailleurs votre serviteur ici présent, M. Pellerin, qui s'est effectivement prêté à l'audition, parce qu'évidemment, dans ce genre de mission, en fait, le premier travail à mener, c'est tout simplement de recueillir les informations de ceux qui, aujourd'hui, de par leur profession, de par leurs compétences et leur savoir, vont tout simplement pouvoir nourrir la réflexion. On ne fait jamais tout seul, c'est faux. Et donc, voilà, vous voyez ici la liste, on n'a pas le temps de... Ça sert d'ailleurs à pas grand-chose, mais en réalité, tous ceux qui, de près ou de loin, avaient à voir avec tout simplement les vignobles étudiés, ont été interrogés, ça fait au total plus de 80 personnes. Là, je vais m'écarter un petit peu des slides pour donc prendre quelques éléments de contexte pour aller finalement assez vite, qui ont prévalu en quelque sorte à donner les orientations que j'ai pu retenir. Déjà dire que aujourd'hui, vous le savez bien, la filière vin en France, et particulièrement la filière champagne, est fortement contributrice à la création de richesses, et que si on tient compte du fait que 100% de la production est faite en France, eh bien, la filière vin est la première contributrice au commerce extérieur français. Ça, il faut quand même toujours le rappeler. C'est que cette filière, elle est aussi confrontée au fait que c'est une filière qui investit et qui est au croisement de plusieurs transitions sociétales, climatiques, environnementales, technologiques, économiques, numériques. Et que donc, elle supporte en plus, effectivement, toute la gestion
des actifs de ce que peut constituer aujourd'hui, de ce qui est constitué aujourd'hui par les exploitations, c'est-à-dire à la fois les sociétés porteurs des actifs et le foncier par ailleurs. On peut aussi dire que l'agriculture joue un rôle non négligeable dans les territoires en matière d'attractivité, hein, d'animation des territoires, notamment on peut citer la vente en circuit court, le no-tourisme, qui est quand même particulièrement important aujourd'hui, et on a vu d'ailleurs que depuis que le vignoble champenois est inscrit à l'UNESCO, on a vu quand même une dynamique importante de l'onotourisme, qui a donné, d'ailleurs dans différents domaines, hein, puisqu'on a vu s'établir des gîtes, des hôtels, enfin tout un tas d'activités connexes au Champagne, mais qui, l'ensemble réuni, donne une véritable dynamique, parce que ça, c'est quelque chose qui avait été soulevé aussi il y a quelques années, sur lequel j'avais travaillé. En réalité, la Champagne, qui était quand même un vignoble d'exception et d'excellence à part entière, était quand même le vignoble qui retenait le moins ses visiteurs comparé à l'ensemble des vignobles du territoire français, ce qui était quand même une anomalie assez importante. Donc, il fallait tout simplement corriger ça, et je crois que véritablement, là, on est en train d'y arriver. Voilà. Évidemment, la souveraineté et l'indépendance stratégique. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on vient de vivre deux crises majeures, qui sont à la fois le Covid et la guerre en Ukraine. On s'est rendu compte, au gré de ces deux crises, que tout simplement, quand on ne maîtrisait pas notre outil de production, eh bien, on avait du mal à s'en sortir. On va prendre un exemple. Quand on nous a demandé de porter des masques en 2020, eh bien, l'appareil de production français était incapable de produire un masque. Donc, ça a réveillé institutionnellement un certain nombre de choses. D'ailleurs, vous n'avez jamais autant entendu parler de souveraineté, d'indépendance stratégique depuis ces événements de crise majeure que je viens de vous citer. Et quand on parle d'indépendance stratégique, il faut se poser la question des maîtrises en amont des facteurs de production, que sont, un, l'entreprise, et deux, le foncier. Si on ne maîtrise pas ces outils-là, jamais on ne pourra, à un moment donné, tout simplement maîtriser totalement, être indépendant dans ses activités de production. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que, je vous donne cet exemple-là, parce que ces éléments-là, parce qu'en réalité, si j'ai eu cette tête de mission, c'est pour ça que je vous donne tout ça, c'est parce que aussi ces éléments-là sont intervenus. Je ne suis pas sûr que dans un contexte plus apaisé, je ne suis pas sûr du tout que cette mission aurait vu le jour. Mais là, on s'est rendu compte que finalement, à un moment donné, il fallait quand même faire le tri dans notre pays des activités économiques stratégiques et de celles qu'on devait absolument préserver. Faute de quoi, eh bien, on pourrait avoir des lendemains difficiles. Évidemment, au niveau du vignoble, et qui concerne donc l'ensemble des vignobles que j'ai analysés, hein, on a une évolution du prix du foncier qui est totalement atypique par rapport à la rentabilité des exploitations. En fait, le sujet, il est là. C'est qu'on a un prix du foncier en Champagne, par exemple, qui a été multiplié par 2,4 en moyenne entre 1997 et 2018. Donc, il y a un moment, et évidemment que la rentabilité des exploitations, par rapport d'ailleurs à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la nécessité des filières de s'adapter, n'ont pas tout simplement eu une évolution des rendements d'activité à hauteur de l'évolution des prix du foncier. Et donc, on a une décorrélation complète du prix du foncier par rapport à la rentabilité des exploitations. Et ça pose effectivement un problème, notamment dans l'analyse et l'examen des transmissions. Le poids de la fiscalité. Alors, ça a été évoqué par les intervenants précédents. Donc, la fiscalité, elle est toujours contraignante. Enfin, vous avez aussi tous entendu que quand on s'y prend correctement, on a quand même la possibilité aujourd'hui d'échapper à de la fiscalité récurrente. Et je partage le fait
et j'y reviendrai tout à l'heure, qu'il y a un élément de fiscalité qui pose problème, qui est celle qui porte sur la transmission. Ben pourquoi? Parce que tout simplement, elle prive, et notamment quand on s'adresse à des outils d'exploitation, elle prive les repreneurs d'une dynamique de ressources. Et que donc, c'est là où on a un problème, et notamment quand on sait particulièrement que l'agriculture est confrontée à des transitions très très fortes qui l'attendent. Et donc, pour avancer même dans le débat, on est à peu près presque sûr qu'aujourd'hui, on aura un coût de la transition écologique et forcément, ça pèsera sur les exploitations et que donc, à un moment donné, il faut trouver des libéralités pour soulager les ressources d'exploitation et les consacrer finalement aux objets de mutation qui vont permettre de pérenniser les entreprises et les outils. Et ça, c'est fondamental dans la réflexion qui a été portée juste là. Ah ben, oui, parce que moi, je continue de discuter. Voilà, ça, vous pouvez le laisser, parce que je n'en avais pas parlé. Le contexte démographique, alors ça, vous le savez tous, ça a été aussi un petit peu abordé. Bon, aujourd'hui, le nombre d'exploitations viticoles a été divisé par 2 entre 1988 et 2020, et aujourd'hui, il subsiste 59 000 exploitations. Voilà. On voit bien l'impact. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, enfin en tout cas, il y a plus de 50% des exploitants ou des co-exploitants qui ont plus de 50 ans. Et aujourd'hui, les exploitants et co-exploitants qui ont plus de 60 ans est passé de 20 à 25%. Donc on voit quand même, on voit bien venir poindre le problème qu'à un moment donné, on va avoir dans les prochaines années, 10 prochaines années, une accélération de la transmission des exploitations. Et on sait qu'aujourd'hui, par ailleurs, alors tous ces chiffres-là, c'est le dernier recensement agricole qui les donne. Donc je n'ai pas été. Et on sait aussi, par ailleurs, qu'un tiers des exploitations aujourd'hui qui sont libres ne trouvent pas repreneur. Donc on a un sujet. Et évidemment, le poids de la fiscalité fait partie des freins aujourd'hui à cette, en réalité, fluidité de la transmission. Alors, là, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La fiscalité, elle est aujourd'hui, elle a été expliquée. Donc, il existe un certain nombre de dispositifs. Mais je voudrais quand même, juste pour mémoire, vous montrer, ça j'en parlerai après. Voilà. Il y a quand même, au sujet de la fiscalité, un problème inhérent à notre pays qui est résumé au travers du tableau qui est issu, alors c'est marqué là, mais vous m'avez piégé en mettant, voilà, il y a la source qui est là, mais comme je ne me rappelle plus de manière, il faudra lever la gomme. Voilà. Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Pardon ? Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Ben voilà. Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui a dressé ce tableau. Et donc on y voit quoi? On y voit que en France, on a une double taxation, taxe foncière, impôt sur le revenu sur les terres agricoles, et on est parmi les seuls pays européens, il manque un mot, parmi les seuls pays européens à l'avoir conservé. On a évidemment un impôt sur le revenu dont le taux marginal d'imposition est le plus élevé d'Europe. Voilà. On a, au sujet des droits de mutation à titre gratuit, le deuxième taux marginal le plus élevé en Europe. Au niveau des droits de mutation à titre onéreux, le quatrième taux le plus élevé en Europe. Et au niveau des plus-values immobilières, le cinquième taux le plus élevé, avec des abattements qui sont plutôt lents. Alors, ça, c'était évoqué tout à l'heure, je crois, par qui. Lent et plutôt assez lourd. Hein. Effectivement, on peut, par exemple, sur les plus-values immobilières, se poser la question de savoir pourquoi on a deux leviers, enfin, un qui est sur 22 ans et l'autre sur 30 ans. Enfin, c'est quand même assez surprenant. Donc ça, en aparté, je vais m'y attaquer à ça parce que je trouve que c'est pas cohérent. Voilà. Et à un moment, je ne suis pas contre l'impôt et les taxes, mais je considère qu'à un moment donné, il faut à tout le moins les harmoniser et surtout les rendre lisibles. Or ça, c'est quand même grosso modo illisible. Au moins, ajustons les durées. C'est au moins ça. Bon. Voilà. Donc cette fiscalité, on voit bien qu'elle est quand même discriminante.
et qu'aujourd'hui, elle pèse évidemment globalement sur l'ensemble de la vie économique du pays, et plus particulièrement sur, sur le foncier et sur la transmission des exploitations. Il faut ajouter à ça aussi un autre élément qui n'a pas forcément été cité jusqu'à maintenant, mais dire que aujourd'hui, la maîtrise des coûts de transmission du foncier, elle est confrontée au principe de la valeur de comparaison, qui est utilisé par l'administration fiscale, et qui intègre les acquisitions réalisées par des investisseurs dont on sait que les motivations ne sont pas forcément celles du rendement. Et quand on a dressé ce rapport, on a eu évidemment des cas. Alors, il y a un exemple qui est évidemment très important en Bourgogne, où effectivement un investisseur que je ne nommerai pas a quand même investi un vignoble à Moret-Saint-Denis. Il a acheté 7 hectares de vignes, plus le chai, 270 millions d'euros. Et qu'est-ce qui se passe? Comme quand les viticulteurs qui se trouvent dans la sphère organisent leur transmission, ils vont voir leur notaire, pas forcément vous, mais bon, ils vont voir leur notaire quand même, et je les ai rencontrés. Hein. Et évidemment, le notaire dresse je sais pas comment ça s'appelle, sa feuille de calcul, de droit. Et évidemment, l'administration fiscale requalifie parce qu'elle dit, mais attendez, je ne suis pas d'accord avec les calculs que vous m'avez faits pour la bonne et simple raison que dernièrement, eh bien, dans le vignoble concerné, il y a eu des ventes pour tel et tel prix, donc je vous réajuste. Et donc, on arrive dans une situation où finalement, les gens qui sont les exploitations viticoles qui sont concernées se trouvent confrontées à l'obligation de vendre. Et qu'est-ce qu'elles font dans ce cas-là? Elles vont tout simplement négocier les parcelles les plus vendables, les plus négociables et les plus achetables. Et donc, en faisant ça, on enregistre tout simplement et on développe le phénomène de spéculation. Et donc, il faut effectivement que dans ce pays, on arrive à corriger ce phénomène-là. Et je ne suis pas, moi, contre les investisseurs, parce que je pense qu'ils ont un rôle à jouer, notamment dans le portage du foncier. Mais, à un moment donné, ce qui compte, et c'est tout le sens des orientations qu'on a retenues, c'est tout simplement de donner un paysage fiscal équitable, quelle que soit la nature d'activité exercée, et quelle que soit la forme selon laquelle on l'exerce. Et ça a été finalement une feuille de route, une ligne de conduite que j'ai recherchée après l'ensemble des travaux qui ont été menés, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait là un petit peu un problème. Alors, donc, quelles sont les orientations que j'ai retenues? Trois axes. Un, l'anticipation, ça a été dit. Et donc, un des points d'anticipation que j'ai retenu, alors, on va pas les faire tous parce que sinon on en a pour 2 heures et c'est pas. Mais un des points, alors oui, voilà. Constat partagé, ça s'est passé. Oui, les constats, c'est passé. Je suis désolé, mais moi, d'habitude, j'ai. Et voilà, là on est sur la recommandation. Voilà. L'anticipation et l'accompagnement. Alors, on va peut-être aller directement à l'anticipation. Non, voilà, c'est après. Voilà. Bon, ce que je propose, moi, dans l'anticipation, c'est tout simplement de mettre en place un guichet unique, installation-transmission. Il existe un guichet d'installation, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut le coupler à la transmission. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est l'occasion donnée pour ceux qui s'installent, les repreneurs, tout simplement à un moment donné, de faire un check-up complet sur l'installation, le devenir d'exploitation et dans le futur, sa transmission. Et cette demande-là, elle m'a été faite par les jeunes viticulteurs, agriculteurs au niveau national. Hein. Et je le partage parce que dans ma dernière activité avant d'être élu, j'ai développé une activité de fusion, acquisition, transmission d'entreprise. Et j'ai été souvent confronté, finalement, à des dirigeants qui étaient à la veille de partir en retraite, cassés de partout et qui se disent « je veux transmettre, mais j'ai rien fait ». Là, c'est grave. Là, c'est grave parce que les intervenants précédents l'ont montré, quand on anticipe, déjà, franchement, on est dans un cadre où on réfléchit, et comme on est accompagné et aidé, ça va quand même un peu mieux. Et ça permet tout simplement, de limiter les coûts, mais au-delà de ça, de pouvoir réfléchir,
dans le temps, à la meilleure façon d'organiser la ventilation de son patrimoine, l'activité, éventuellement le développement d'activités futures. Enfin bref, on peut envisager plein de choses. Et pourquoi l'installation en même temps que la transmission? Parce que c'est quand même bien, au moment où on s'installe, d'avoir en perspective ce qui va se passer plus tard et peut-être faire les choix adaptés, notamment sur les formes sociétaires, d'activités, pour éviter, lorsqu'on va transmettre, finalement, d'être bloqué et finalement de ne pas avoir assez réfléchi en amont à ce qu'il faut faire pour éviter les écueils et réussir parfaitement, finalement, à la fois le développement de son exploitation et l'approche de sa transmission. Donc ça, c'est quelque chose que je porterai et qui est repris dans le cadre de la nouvelle loi d'orientation agricole, au sujet de l'installation, enfin, au niveau du pavé 2, qui est consacré à l'installation et à la transmission. Ça, a été acté, et dans les différentes, puisque cette nouvelle loi d'orientation agricole a donné lieu à la concertation régionale, et l'ensemble des rendus des concertations régionales l'ont porté. Donc, c'est quelque chose qui verra le jour. Bon, après, d'autres choses, je pense que c'est pas. Le deuxième sujet, c'est l'harmonisation fiscale. Alors, ça a été évoqué par beaucoup, donc je vais vraiment aller vite. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été signalé au travers des auditions qu'on a pu faire, il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de viticulteurs qui aujourd'hui sont plombés par à la fois la diversité des dispositifs qui existent. Certains nous ont dit on n'y comprend rien, même si on a des gens qui nous accompagnent. Il se trouve que dans l'enchevêtrement des différents dispositifs, l'exécution des dispositifs eux-mêmes, c'est-à-dire les durées de détention, enfin, tout un tas d'éléments, de critères d'éligibilité qui font qu'à un moment donné, c'est extrêmement complexe. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit tout simplement aligner les planètes. Et donc, ce que je recherche, moi, c'est tout simplement l'harmonisation des dispositifs fiscaux. Par exemple, je ne vois pas pourquoi le bail rural à long terme ne serait pas aligné à hauteur du pacte Dutreil, étant entendu que le bail rural à long terme renferme un foncier qui est un outil d'exploitation. Et qu'à partir de là, il n'y a vraiment aucune raison qu'à un moment donné, il ne bénéficie pas tout simplement du même dispositif fiscal. Alors, quand j'ai rencontré Gabriel Attal, ministre du Budget, conseillers m'ont dit, bah oui, mais enfin, il était là, et oui, mais pourquoi on n'intègre pas le foncier au pacte Dutreil? Parce que c'est pas si simple que ça, parce que c'est un outil foncier, et que par exemple, j'aurais expliqué, et ça a été dit tout à l'heure, que quand à un moment donné, des exploitants s'en vont en retraite et qui donnent un bail aux enfants, quelque part, ils font ça pour en récupérer un fermage. Et que si on le met à disposition d'un pacte Dutreil, il n'y a plus de fermage. Et que donc, à un moment donné, on est obligé de jouer avec les particularismes et les particularités des différentes situations, et que donc, il faut s'adapter. Et à partir du moment où on a sorti cette disposition d'une durée de détention, il n'y a plus tellement de problèmes. C'est pour ça que, quelque part par là, oui, j'avais mis, je ne sais plus où il est ce truc-là, un engagement de conservation 25 ans. Alors, quand j'ai présenté le rapport, j'avais mis une exonération totale. J'ai rebroussé chemin parce que je pense que on est dans une complexité parlementaire particulière, que on ne peut pas créer de niche fiscale supplémentaire, nouvelle, et donc proposer des dispositifs d'harmonisation, ça passe. Aller au-delà, c'est pas convenable. C'est pas convenable. Donc, ce que je défends, et donc j'ai rencontré dernièrement le rapporteur du budget pour pour commencer à travailler sur le projet de loi de finances 2024. Cette disposition-là, comment je pourrais vous dire ça, elle est enclenchée. C'est-à-dire qu'elle fait partie
des dispositions qui vont être étudiées et en tout cas, sur le fond, retenues. Après, il faudra que ça se prospère et qu'on aille jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au vote. Mais en tous les cas, déjà, l'orientation sur ce point-là, elle est retenue. Bon. On pourrait, sur le sujet de l'harmonisation fiscale, on pourrait aussi parler du report d'imposition des plus-values, qui, quand on s'adresse tout simplement aux PME, et si l'activité existe toujours au bout de 5 ans, eh bien, il y a une exonération du report d'imposition des plus-values, ce qu'on n'a pas au niveau du foncier agricole. Donc, il faut qu'on arrive à harmoniser toutes ces choses-là, tout comme d'ailleurs, mais ça, je sais que je n'y arriverai pas, tout comme d'ailleurs pour l'IFI, où on sait qu'aujourd'hui, les propriétaires bailleurs non exploitants supportent l'IFI, alors que les propriétaires exploitants ne le supportent pas. Donc, à un moment donné, on voit bien que dans ce pays, on a des difficultés à mettre en place des dispositifs fiscaux qui, quelle que soit la nature d'activité, quelle que soit la forme d'exploitation des activités, eh bien, n'ouvrent pas les mêmes largesses dans tous les cas. Voilà. Et si on reprend comment est arrivé le pacte Dutreil, en réalité, le pacte Dutreil qui a été mis en place en 2003 provient d'une analyse qui avait été faite par les pouvoirs publics à l'époque. Il faut juste se rappeler à cette époque-là que les donneurs d'ordre industriels étaient partis, parce que aujourd'hui, enfin à cette époque-là, depuis maintenant une trentaine d'années, depuis les années 90, on disait que l'industrie était derrière nous, que la France était la tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire l'économie de service, et que donc aujourd'hui, eh bien, il fallait externaliser la production industrielle dans des pays à moindre coût et garder chez nous l'ingénierie industrielle et puis développer les activités de service. Ah, on s'est très vite rendu compte qu'on s'était lourdement trompé. Et donc, cette loi Dutreil en 2003, elle a tout simplement existé pour éviter que les sous-traitants ne suivent l'exemple des donneurs d'ordre. Ce qui, s'il n'y avait pas eu le pacte Dutreil, aurait complètement vidé le pays de son industrie. Voilà. Et grâce à ce pacte Dutreil, on a pu conserver une activité industrielle qui permet aujourd'hui petitement de redémarrer, mais en tous les cas, le socle est là, et tout simplement, ça a évité une catastrophe. Et on voit bien, au travers de cet exemple-là, qu'en réalité, le pacte Dutreil a été fait donc dans la précipitation et parce que les différentes études menées, les statistiques qu'on avait montraient que si on faisait rien, on allait à la catastrophe. Et donc, on a serré l'impact du pacte Dutreil sur les problématiques, sur les PME, hein, mais on n'a pas intégré dedans un certain nombre de choses, comme par exemple le foncier agricole. Voilà. Voilà. Et puis, alors, le troisième point. Alors, je vais me servir des petites flèches. Voilà. Le portage du foncier. Non, ça, ici, je l'ai dit. Le portage du foncier. Alors, le portage du foncier, bon, il y a plusieurs sujets sur le foncier en France. Bon, déjà, aujourd'hui, on a 26 millions d'hectares cultivables en France. 80% de ces 26 millions sont loués. Tout à l'heure, ça a été abordé. Tous les ans, il y a grosso modo 1 million d'hectares qui changent de main. Donc, il y a une volatilité, il y a une fluidité qui est sans doute liée à un certain nombre de choses qu'on a évoquées depuis que les intervenants se succèdent. Donc, il faut essayer de stabiliser les choses. Bon, différentes recommandations que j'ai pu faire et celles qui sont portées par d'autres vont contribuer, en tout cas amélioreront les choses. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut aussi, là, sur ce sujet-là, améliorer le dispositif des GFA en copiant ce qui existe au niveau des groupements forestiers d'investissement, puisque dans ce cas-là, on a tout simplement une duplication du dispositif du pacte Dutreil, et surtout le GFA aujourd'hui, il est quand même un petit peu contraignant, parce que quel que soit le niveau de part détenue d'un GFA pour un acteur,
il est responsabilisé à hauteur de l'intégralité des engagements totaux du GFA. Donc, il faut ouvrir ça, permettre sans doute d'ailleurs, comme c'est marqué là, aux coopératives de s'y intégrer, sans pour autant, il suffit d'ajuster les statuts, et sans pour autant tout simplement les piloter. En tout état de cause, le portage du foncier ne peut pas être une solution pérenne, mais elle est une solution transitoire pour permettre aux repreneurs qui n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires d'accéder tout simplement à du foncier pour exploiter et dans un échelonnement et dans un plan tout simplement d'appropriation, à un moment donné, acquérir le foncier au fur et à mesure qu'ils pourront tout simplement dégager des ressources pour le faire. Donc voilà un petit peu les trois orientations que moi j'avais retenues dans ce travail. Donc je vais forcer sur, ça c'est déjà en cours, sur l'alignement du bail rural à long terme sur le pacte du Trail. Je vais travailler aussi sur cette problématique d'alignement du GFI sur le GFA. Et puis aussi revoir le problème d'imposition immobilière, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il y a là quand même un contexte particulièrement astreignant, on va dire ça comme ça. D'autant que sur le sujet des plus-values, on a quand même mis en place ce qu'on appelle la flat tax. À un moment donné, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a différents dispositifs qui peuvent subsister et en fonction des cas, est appliqué ou pas. Bon, c'est toujours les interrogations. Après, sur ces dispositions de foncier, puis ça peut être un sujet d'échange, on peut se poser la question de savoir s'il faut nécessairement détenir son foncier pour tout simplement exploiter. Certaines personnes font des activités commerciales sans pour autant être détenteurs de leur fonds, en tout cas de leur structure. Bon, donc ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui à éluder. Il y a aussi le sujet du fermage, pardon. Il y a aussi le sujet du bail, tant que tel. Alors ça, c'est des sujets épineux, hein, qui, évidemment, quand on les aborde en réflexion théorique, ça va plutôt pas trop mal, mais quand on passe à la pratique, c'est toujours plus embêtant. Mais ça fait partie des sujets quand même qui font partie de ce dossier foncier, parce que en viticole, quand on regarde aujourd'hui le prix de l'hectare et quand on le compare finalement aux revenus qui sont générés, et quand en plus, pour des propriétaires bailleurs non exploitants, ils doivent pour certains supporter l'IFI, évidemment que la rentabilité est particulièrement entachée. Que donc, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des tentations d'arbitrer un capital qui pourrait, compte tenu de la valeur des biens, eh bien, être parfaitement négocié et reventilé et réinvesti ailleurs. Et évidemment, quand ces réflexions-là arrivent au niveau des familles, parce que ça a été évoqué, donc je ne vais pas revenir sur ça parce qu'après ça embrouille plus qu'autre chose, mais en réalité, quand une transmission se fait au niveau d'une famille et qu'il y a plusieurs enfants, eh bien, à un moment donné, on répartit, on fait des lots, vous l'avez dit, hein, on va lotir, mais les objectifs des uns et des autres dans une structure n'est pas du tout le même. Évidemment que celui qui exploite aura d'autres objectifs que ses frères et sœurs, qui, eux, seront partis ailleurs, et qui, à un moment donné, peuvent parfaitement, dans le cadre de leur destinée personnelle, tout simplement avoir envie de récupérer finalement la valeur monétaire du bien et en faire autre chose. Donc c'est toute cette difficulté, cette complexité-là qu'on a aujourd'hui dans cette problématique d'approche de la transmission du foncier. Donc la nouvelle loi d'orientation agricole, et je finis là-dessus, de toute façon je ne l'avais pas, je ne sais pas si elle était là, je ne crois pas. La nouvelle loi d'orientation agricole, elle porte sur 3 axes. L'orientation et la formation, premier axe. Le deuxième, c'est l'installation et la transmission. Donc, on peut considérer qu'on aura des éléments concernant ce rapport. Et puis le troisième, c'est l'adaptation et transition face au changement climatique. Bon. Une loi d'orientation agricole,
elle donne des orientations en général à 10 ans. Donc, ce n'est pas nécessairement non plus une loi qui, par exemple, je pense que n'y figurera pas, de manière assez logique d'ailleurs d'un point de vue législatif, tout le dispositif fiscal. Puisque le dispositif fiscal est contenu dans le cadre du projet de loi de finances. Donc bon, mais il y aura là, malgré tout, les grandes orientations et les perspectives pour le développement de l'agriculture à 10 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience en réalité sur la maîtrise de l'outil agricole par rapport aux éléments de contexte que je vous ai cités tout à l'heure. Il est clair que les événements géopolitiques qui aujourd'hui nous concernent ont joué et jouent un rôle important sur aujourd'hui les avancées, les évolutions qui sont tout simplement en train de se faire. Hein. Donc, il faut continuer d'appuyer, pousser. C'est ce que je fais moi, et merci de m'avoir invité là. Mais je me rends dans tous les vignobles pour lesquels j'ai travaillé, pour tout simplement apporter, pousser et faire en sorte aussi que les professionnels et les interprofessions se saisissent du sujet pour pousser le sujet. Très bien. Merci, monsieur le député.